Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter un produit que nous sommes en train de développer à Clever Cloud qui s'appelle Clever KMS, qui est un Vault as a Service. Tout le monde a des secrets et personne ne veut que ces secrets arrivent dans la nature. Donc pour les secrets, on va dire, d'informations personnelles, bah, chacun a ses stratégies, utiliser un dashlane, utiliser un KeePass, ou pour les personnes qui sont un petit peu courageuses, écrire sur un bout de papier et essayer de le cacher dans un tiroir dans le bureau en espérant que personne ne trouve le bout de papier. Quand on commence à devenir une entreprise, on a besoin de fédérer les secrets de l'entreprise au sein de quelque chose qui va être sécurisé. Et du coup, on va commencer à avoir besoin d'outils comme un Vault digital qui va être hébergé soit on-premise dans une infrastructure en propre, soit utiliser un service SaaS qui va permettre de délivrer de manière sécurisée ce service. Quand on est un cloud provider et que on désire fournir ce service non pas à une seule entreprise mais à des milliers d'entreprises, on commence à changer de contraintes et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer car je m'appelle Yannick Duerne, je suis développeur à Clever Cloud qui est un hébergeur français et pour bâtir notre produit, on est parti sur qu'est-ce qu'avaient besoin nos clients. Nos clients, ils ont besoin que l'accès au service soit sécurisé. C'est-à-dire que une entreprise A ne peut pas aller lire les secrets d'une entreprise B. Il a également besoin que les données ne soient jamais corrompues, parce qu'on commence à parler de mots de passe, de certificats, de clés SSH et tout ce genre de choses qui doivent rester confidentielles. Donc s'il y a corruption des données, il commence à y avoir un gros problème. Ce genre de service commence à devenir également quelque chose qui va être névralgique dans les entreprises. Donc on ne peut pas avoir de downtime sur ce service-là. Donc on a besoin également d'avoir de la résilience sur le système. Et enfin, une entreprise, si elle choisit une solution et qu'elle a déjà un SI qui est basé sur une solution, il n'a pas envie de redévelopper tout ce qui a été fait dans les scripts, dans les automatisations. Donc il faut que le produit qui va servir de remplacement soit compatible dans un écosystème déjà existant. Donc ça, c'est les contraintes au niveau du client. Et les contraintes comme cloud provider sont un petit peu différentes. En fait, quand on vient déployer un service à Clever Cloud, on vient créer une machine virtuelle. Cette machine virtuelle, même si c'est du cloud, il y a quand même quelque chose de physique qui existe. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des ressources en silicium qui vont être utilisées, de la RAM, du CPU et du disque. Sauf que pour sécuriser ce genre de système, on va avoir besoin d'une machine virtuelle par utilisateur qu'on veut venir faire rentrer sur la plateforme. Donc ça veut dire qu'on se retrouve à avoir une linéarité entre les clients qui sont en train de rentrer et les ressources qu'on va devoir allouer pour réussir à faire rentrer ça. Et il y a une autre partie qui rentre en compte, c'est la partie que j'ai appelée humaine. C'est comment est-ce que on vient faire le monitoring, comment est-ce qu'on vient faire la maintenance de tous ces systèmes, parce qu'on se retrouve à avoir des milliers d'éléments qui vont se retrouver sur nos infrastructures. Et comme on a besoin en plus de la résilience, puisque on veut avoir un service qui va être en achat, on va se retrouver par exemple à avoir un triplet de ce service, donc 3 VM par utilisateur pour pouvoir délivrer ce système. Et sur ces systèmes, on doit également avoir une expertise technique pour être capable de débugger rapidement une situation, étant donné que c'est un système qui va être critique pour nos clients. Donc pour essayer de résoudre ça,
on part déjà de l'aspect de résilience. L'aspect de résilience, c'est fournir un service en achat. Donc typiquement, bah, ça va être un service qui va avoir une duplication des éléments que j'ai représentés par les petits points d'interrogation et un load balancer qui est par-dessus. Pour gérer le stockage à Clever Cloud, nous on utilise une base de données qui s'appelle FondationDB. Donc FondationDB, c'est une base de données distribuée, transactionnelle et qui est ce qu'on appelle eventually consistent. Ça veut dire que on a la certitude que les lectures iront toujours lire la dernière écriture. Ça peut sembler simple, mais en fait c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire dans un système distribué. Et FondationDB est un produit qui nous permet d'avoir cette consistance, qui nous permet après de pouvoir construire des produits qui vont être beaucoup plus compliqués par-dessus. Donc FondationDB, c'est un produit qui a été open sourcé et coédité par Apple. C'est utilisé dans iCloud pour venir stocker toutes les métadonnées. Donc à chaque fois que vous allez pousser une photo sur iCloud, toutes les métadonnées, la date, la localisation, va se retrouver quelque part dans un FondationDB chez Apple. Nous, on utilise FondationDB pour stocker toute la métrologie des VM dans Clever Cloud, donc ça fait un gros trafic. Et enfin, FondationDB a été testé par un organisme qui s'appelle Jepsen. Jepsen, c'est un organisme qui vérifie si les bases de données sont correctes. Et la petite image que vous voyez en dessous, en fait, c'est le résultat des tests de Jepsen. On a essayé de casser le système, on n'a jamais réussi. Ils ont abandonné parce que ils n'ont pas trouvé de moyen de mettre en défaut FondationDB. Donc maintenant qu'on a FondationDB qui nous assure que l'on a un cluster de données qui n'est pas capable de perdre de la donnée, ce qui est vraiment pas mal, et que on a toutes nos garanties sur la transactionnalité de nos informations, à Clever, on est venu créer une architecture qu'on a appelée l'architecture Materia, qui vient remplir les petits points d'interrogation que j'avais mis sur la slide précédente. Donc on va se retrouver à avoir un load balancer qui va venir envoyer des requêtes sur des nœuds. Ces nœuds sont des applications stateless. Et lorsque on a besoin de venir faire de la persistance, on va venir faire de la persistance sur le cluster FondationDB. Pour s'assurer que les connexions ne soient pas en clair, on vient rajouter un WireGuard entre chaque nœud et le cluster FondationDB. On a utilisé cette architecture pour bâtir notre offre Materia KV. Donc c'est une réécriture de Redis en utilisant FondationDB comme backend. Et donc comme ça marchait plutôt pas mal comme système, on s'est dit pourquoi est-ce que on pourrait pas réussir à faire la même chose pour un coffre-fort digital. Et donc à la place d'aller faire du Redis, on va aller faire du Vault que l'on va venir mettre dans la même architecture. Donc on va se retrouver à avoir un load balancer qui va venir faire du pass-through sur le TLS, donc d'un point du client jusqu'au nœud Clever KMS. Toute la connexion est chiffrée, donc toutes les informations qui vont passer sont impossibles à regarder. Ce n'est que sur le nœud qu'on vient faire la terminaison TLS et donc on vient décoder les informations. Et de l'autre côté, en sortie du nœud Clever KMS, tout part dans le WireGuard. WireGuard est aussi une connexion chiffrée. Et donc on a l'intégralité de tout le pipe qui est chiffré en end-to-end. Donc quand un utilisateur vient pousser de l'information, cette information finit dans le FondationDB sans avoir été montrée en clair à n'importe quelle étape de la transmission dans le réseau. Cette architecture a un gros point fort, c'est que on peut la faire scaler à la fois en termes de trafic pur, donc ça veut dire que si les nœuds KMS commencent à avoir chaud parce qu'ils commencent à avoir beaucoup de load, on est capable de venir spawner
en scaling horizontal de nouveaux nœuds Clever KMS. Et si on a des problèmes de stockage, on peut faire grandir le cluster FondationDB pour accueillir plus d'informations. Donc, qu'est-ce que est stocké dans FondationDB? Donc, FondationDB, c'est littéralement un clé-valeur. Donc, si vous avez fait du Redis dans votre vie, ben, en fait, on va avoir un peu la même chose dans un FondationDB, à ceci près que les clés sont ordonnées. Donc, ça veut dire que Key1 sera toujours au-dessus de Key2. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire des trucs très très rigolos dans FondationDB, c'est de créer des file systems virtuels où on va pouvoir créer des dossiers pour aller stocker de manière hiérarchique les choses. Et grâce à ça, bah en fait, on peut créer de la tenancy à l'intérieur de FondationDB en disant, le client 1 va avoir tel dossier, le client 2 va avoir tel autre dossier. Et donc, on va venir stocker de manière différenciée entre le client 1 et le client 2. Donc, ça veut dire que le client 1 peut avoir un secret qui s'appelle secret 1 et le client 2 peut également avoir un secret 1 puisqu'il y a une déduplication par rapport au préfixe client 1, client 2. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans le FondationDB, on peut s'attaquer à ce qui se passe dans le nœud Clever KMS. Donc, le nœud Clever KMS, il va être composé de 3 éléments. On va avoir une API de présentation compatible HashiCorp Vault. On a choisi ce système à l'époque parce que on avait un client qui nous demandait d'avoir une solution de remplacement pour HashiCorp Vault parce qu'il y a eu un petit problème de licence à un moment et ça commençait à leur coûter très cher. Donc ils nous ont mandaté pour venir créer une API compatible. On va avoir la Clever KMS Logic, donc ça va être toutes les opérations l'on va devoir faire sur la cryptographie, dont je vais expliquer les tenants et les aboutissants dans les prochaines slides. Et on va avoir le framework Materia. Le framework Materia, c'est lui qui va aller gérer tous les aspects de tenancy dans le FondationDB. Et donc après, on a la liaison en WireGuard qui descend vers le FondationDB. Comment la tenancy est assurée sur Clever KMS? On utilise un token cryptographique qui est appelé Biscuit. Donc Biscuit, c'est un projet qui a été commencé à Clever Cloud et qui est désormais au sein de la fondation Eclipse. Donc si vous avez déjà fait un peu de JWT, vous allez avoir un peu la même chose. Donc vous allez avoir des claims à l'intérieur du token qui va permettre d'identifier la personne. Et en plus, le token étant cryptographique, on est capable de vérifier la provenance de ce token. Donc si les données ont été falsifiées ou si elles sont inconnues, on va aller refuser la requête. Quand on reçoit ce biscuit, on va aller lire qui est la personne. Donc là, par exemple, ça va être le client 1. Et dans notre FondationDB, on va avoir notre hiérarchie de dossiers. Et on va aller piquer la hiérarchie de dossiers qui correspond à notre client 1. C'est le petit rectangle orange qu'on a appelé LogicalDB qui va nous permettre en fait de n'exposer au nœud Clever KMS que la portion de FondationDB que l'on désire venir utiliser au moment de la requête qui est fournie par le biscuit. Donc ça veut dire en fait que même si une personne avait accès à un nœud Clever KMS, s'il n'a pas le biscuit qui est associé à la requête, il ne peut rien faire en fait. Parce que la donnée n'existe que parce que le biscuit lui donne accès à la portion de FondationDB. C'est bien tout ça, pour l'instant on a juste un clé-valeur, donc il est temps d'aller chiffrer tout ça. Donc pour la cryptographie de Clever KMS, on est parti sur des solutions qui sont déjà existantes. On n'a pas réinventé la roue parce que c'est très très dangereux. Il y a 3 règles en informatique. Ne jamais refaire sa crypto, ne jamais refaire sa base de données. Donc on utilise FondationDB pour ne pas refaire notre base de données. Et c'est toujours la faute du cache.
Donc pour la cryptographie, on vient utiliser PGP, Pretty Good Privacy. Donc c'est un système de chiffrement asymétrique. Biscuit, qui est également une solution de chiffrement asymétrique qui est basée sur de la courbe elliptique ED2519. Si vous avez fait des clés SSH récemment, je pense que ça va vous parler. Et en plus, pour venir chiffrer les secrets de nos utilisateurs, on est parti utiliser un algorithme qui s'appelle XSHA-20 Poly 1305. Je vous demande pas de vous rappeler du nom. Par contre, ce que vous pouvez garder en tête, c'est que c'est un algorithme qui fait partie, des algorithmes qui sont recommandés par le TLS 1.3. Donc c'est un algorithme qui a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes. Par exemple, il y a un nonce. Donc un nonce, c'est un nombre qui est choisi aléatoirement, qui permet de rendre beaucoup plus sécurisé la création d'un secret, qui est très grand. Et donc comme il est très grand, il est très très compliqué à venir deviner. De la même manière, la clé est grande, donc ça veut dire qu'on va avoir une grosse sécurité. Et on a ce qu'on appelle de l'AEAD. L'AEAD, ça va être, en plus d'avoir le secret, on va avoir ce qu'on appelle un hash cryptographique qui va être ajouté, qui va permettre de vérifier que les données n'ont pas été falsifiées au sein même du secret qu'on est en train de manipuler. Et ça va permettre de faire des choses très très intéressantes avec le système. Et pour l'implémentation, on est parti sur une implémentation de Rust Crypto, parce que l'intégralité de tout le projet est en Rust, je ne l'ai pas notifié. Et Rust Crypto est un projet où il y a des milliers de contributeurs, et ça a déjà été audité, donc on est plutôt safe sur ce côté-là. Donc qui dit chiffrer des trucs, dit avoir une clé de chiffrement. Sauf que cette clé de chiffrement, on ne veut absolument pas qu'elle soit disponible de manière claire à n'importe quel moment de l'utilisation du Clever KMS. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer la master key, donc avec l'algorithme avec le nom imbuvable, et on va venir utiliser un algorithme qui s'appelle le Shamir Secret Sharing, qui a comme propriété de venir découper la clé en des morceaux. Et chacun de ces morceaux, on va venir utiliser la clé publique PGP d'utilisateur qui vont venir créer ce qu'on appelle un share chiffré qui va ensuite être utilisé pour venir recréer la clé. Du coup, on se retrouve à avoir notre pool de personnes qui va avoir le share chiffré. Il va utiliser sa clé privée pour aller lire les informations qui ont été chiffrées précédemment. Et ce qui est très très cool avec l'algorithme Shamir Secret Sharing, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les morceaux de la clé pour reconstituer la clé. On a besoin, là par exemple, que de 2 personnes sur les 3 pour composer le système. C'est un peu comme dans les films James Bond, quand ils ont un missile nucléaire à lancer, il y a 2 personnes avec des clés autour du cou qui doivent tourner au même moment, et puis après ils appuient sur le bouton et le missile il part. Là c'est la même idée, c'est on ne veut pas que un nœud Clever KMS démarre par lui-même. Il y a toujours besoin d'avoir une intervention humaine, et une intervention humaine qui ne va pas être individuelle. Donc on a besoin d'avoir un quorum de personnes qui viennent démarrer ce nœud pour des raisons de sécurité. Du coup, nos différentes personnes vont venir faire des requêtes sur le nœud Clever KMS avec leur morceau de clé qui a été déchiffré, ce qui va permettre de pouvoir reconstituer la grosse clé qu'on avait découpée précédemment. À partir de ce moment-là, on se retrouve à avoir avec notre cluster qui va être initialisé parce que l'opération va se répéter sur chacun des nœuds que l'on veut venir initialiser. Et comme l'opération est déterministe, on va se retrouver à avoir la même clé sur tous les nœuds. Donc là, on retrouve l'architecture matérielle. Notre Clever KMS, pour le moment,
c'est juste un système qui a une clé. Mais maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir des clients qui vont utiliser notre service. Sauf que ce qu'on voulait avoir, c'était d'avoir une expérience qui serait totalement seamless pour un utilisateur. Il doit avoir l'impression que quand il est en train de manipuler notre Clever KMS, il est en train de jouer avec un vrai HashiCorp Vault. Et donc, on a mimé l'intégralité de tout le processus qui permet à un utilisateur de venir initialiser son Vault quand il démarre un HashiCorp Vault. Donc pour ça, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un utilisateur qui va être privilégié, donc il va avoir le droit root, qui va venir faire l'initialisation de son Vault. Donc c'est la clé orange que j'ai tracée dans le cadre blanc. Cette clé, on va utiliser à nouveau le Shamir Secret Sharing pour venir le décomposer en X morceaux. Donc là, on n'a plus 3 morceaux, on en a 4. Et on va fournir également à l'utilisateur en retour, en plus des morceaux de clé, la clé en elle-même. Parce que il pourrait arriver que l'utilisateur n'ait plus les morceaux de clé suffisants pour reconstituer sa clé. Donc on lui fournit quand même la clé en clair pour qu'il puisse la stocker de son côté en tant que backup. On vient également faire un hash de la clé, ce qui va nous permettre de venir stocker dans la logical DB le hash de la clé qui a été générée. Mais la clé en elle-même, qu'on vient persister dans le fondation DB, une fois que la requête va être terminée, elle va disparaître de la RAM du Clever KMS. Et donc ça signifie que l'existence de cette clé n'est maintenant contenue que dans les morceaux de clé qui ont été fournis à l'utilisateur qui a initialisé le Vault ou la clé qu'on lui a donnée en clair. Mais nous, on n'est plus capable en fait de reconstituer cette information car on n'a que le hash de la clé dans le fondation DB et non la clé elle-même. Pour venir déceler notre Vault, on va avoir des utilisateurs de l'entreprise qui possèdent le share chiffré. Donc ça, c'est les personnes qui vont faire l'initialisation, qui vont aller distribuer des shares aux utilisateurs qui seront à même de venir déceler leur Vault. Et comme le share va être une opération qui va venir accumuler les différents éléments et qu'on est dans une infrastructure qui est distribuée. Donc la requête, elle a tapé un nœud, mais c'est pas forcément le même nœud qui va accueillir la future requête. Du coup, ce qu'on va faire, avant que la requête ne s'arrête, on va prendre le share et on va venir utiliser la master key qu'on a initialisée à la précédente étape pour venir chiffrer ce share. Et on va venir le stocker à l'intérieur de la logical DB de l'utilisateur. Et à la fin de la requête, on a toujours la master key qui est sur le Clever KMS, mais par contre, le share en clair, maintenant, il n'existe uniquement que dans le fondation DB et chiffré avec la master key. Donc on va avoir l'opération qui va se répéter une deuxième fois. Donc par exemple, on va avoir le share 4 qui va faire lui aussi son opération d'unseal. Et à partir du moment où un troisième utilisateur arrive, puisque on a besoin de 3 morceaux de clé pour reconstituer sur les 4, à partir de ce moment-là, on va venir lire la logical DB pour venir récupérer les morceaux de clé. On va venir déchiffrer avec la master key qui est présente sur le nœud les différents shares. On va agréger tout le monde pour récupérer cette information. On va comparer la clé qui a été générée par rapport au hash qu'on a généré à l'initialisation pour vérifier qu'il n'y a pas eu de souci, parce qu'on peut avoir des shares qui sont compatibles mais qui ne produisent pas le résultat escompté. Et si tout est correct, on va venir prendre la clé et on va venir la chiffrer avec la master key. Ce qui va nous permettre de venir envoyer cette tenant de route key
dans le fondation DB. Et à la fin de l'exécution du processus d'Ansible, on va se retrouver avec notre client 1 qui va avoir le hash cryptographique de la clé tenante root key, plus la tenante root key elle-même, mais chiffrée avec la master key. Ce qui signifie que si un utilisateur venait regarder dans le fondation DB, il ne verrait rien qui soit capable de manipuler, à part s'il réussit à avoir accès à la master key. Sauf que cette master key elle-même, elle est dans la RAM du Clever KMS. Elle n'a jamais été écrite dans un fichier de configuration. Donc ça veut dire que la personne devrait arriver avec de l'azote liquide pour revêtir la RAM, extraire la RAM et puis aller faire de l'analyse logique des bits. C'est faisable, mais ça demande un petit peu de pratique. Du coup, en plus de la création de la tenante root key, à partir du moment où un utilisateur veut faire de la manipulation de secrets, donc venir par exemple setter une clé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans la logical DB la tenante root key, on va la déchiffrer avec la master key présente sur le nœud. Donc là, on est content, on a notre clé orange. Et cette clé-là, ce qu'on va faire, c'est que on va l'utiliser pour chiffrer une autre clé qu'on appelle la tenante encryption key, qui va servir à vraiment chiffrer nos secrets. Je vous explique après pourquoi on a cette intermédiaire. Et à cette clé-là, on va faire la même chose que l'on a fait avec la clé orange, qui est la tenante root key. Mais au lieu de venir la chiffrer avec la master key, on va venir la chiffrer avec la tenante root key. Et donc on va se retrouver dans notre logical DB à avoir la tenante encryption key qui est chiffrée par la tenante root key, qui elle-même est chiffrée par la master key. À partir du moment où on a notre clé tenante encryption key, on va pouvoir venir chiffrer avec cette clé la valeur que l'on va vouloir stocker dans le fondation DB. Et donc on se retrouve à avoir dans notre logical DB notre clé qui va valoir une valeur, et cette valeur-là, elle est chiffrée par notre clé tenante encryption key. À l'issue de la requête, on va se retrouver à avoir notre information qui va être persistée à l'intérieur du fondation DB. Et de la même manière, un utilisateur qui aurait accès aux fondations DB ne peut rien voir parce que tout est chiffré avec la hiérarchie des clés. Pour aller récupérer une valeur, on va se retrouver avec exactement la même chose. Cette fois-ci, on va venir déchiffrer notre tenante d'encryption key avec la master key, qui va nous permettre d'aller récupérer la tenante encryption key par rapport à la tenante root key. Une fois qu'on a notre clé blanche, on va pouvoir aller déchiffrer l'information de valeur et renvoyer la valeur à l'utilisateur. Sceller un volt est très très simple. Il suffit juste de faire disparaître la clé orange, donc la tenante root key, du stockage. Et donc lorsque un utilisateur privilégié veut venir sceller son volt, il lui suffit juste d'envoyer une requête de scellement et nous on vient nettoyer la clé tenante root key du stockage. Et donc on se retrouve dans le fondation DB à n'avoir que le hash de la clé tenante encryption key, pardon, que le hash de la tenante root key, la tenante encryption key qui est chiffrée avec la tenante root key mais qui n'existe plus. Donc on ne peut plus l'utiliser pour faire quoi que ce soit. Et les différentes valeurs qui vont être chiffrées avec la tenante d'encryption key. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des intermédiaires et ils ont une bonne raison. Donc on a la master key, donc c'est celle qui est gérée par Clever Cloud et qui permet de venir chiffrer les informations au niveau du nœud. Ensuite on va avoir la tenante root key qui est gérée
par l'entreprise. Donc ça, c'est à sa responsabilité de venir stocker de manière sécurisée ces shares chiffrés pour être capable de pouvoir reconstituer la clé en cas de problème. Et ensuite, on va avoir la tenante encryption key. La tenante encryption key est entièrement gérée par Clever Cloud et elle a la propriété de pouvoir être renouvelable. Donc ça veut dire qu'on peut venir mettre un timer pour dire tous les X temps, il faudra que cette clé soit renouvelée. Et donc tous les secrets qui viendront par la suite ne seront pas chiffrés avec une version 1 de cette clé, mais avec une version 2. Et donc comme ça, on peut s'assurer de la sécurité en plus de la couche nous on rajoute. Et finalement, on utilise la clé blanche pour venir chiffrer les choses. Donc dans le Fondation DB, on va se retrouver avec ce genre de système où on va avoir la tenante routine par tenant qui va être différente d'un tenant et les secrets qui vont être chiffrés au travers de la tenante encryption key elle-même chiffrée avec la tenante routier. Un petit mot sur le simulateur. Donc le simulateur, c'est un logiciel qui a été développé par les créateurs de Fondation DB avant que Fondation DB ne soit créé lui-même. Le simulateur permet de venir créer un environnement où on va aller simuler l'intégralité de tout ce qui pourrait exister dans un système d'information, c'est-à-dire avoir des data centers, dans les data centers des serveurs, et dans les serveurs avoir des connexions réseau entre les serveurs, et dans les serveurs des disques, et tout ce qui peut exister de physique dans un système d'information. Le simulateur, il a pour but en fait de venir rajouter des erreurs dans le code pour essayer de simuler qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une avarie sur le système distribué et venir vérifier qu'il n'y a pas de problème dans le code qu'on vient écrire, qu'il est suffisamment robuste pour résister justement à ces problèmes. Les simulations sont déterministes, donc on donne un numéro au début de la simulation et c'est ce numéro-là qui va venir générer tout un arbre d'opérations. Donc si par exemple on a la seed 1, pardon, on va avoir, je sais pas moi par exemple, à t plus 60 secondes, un data center qui disparaît du jour au lendemain. Il y a un problème, il y a une fibre optique qui a été coupée ou ce genre de choses. Et on essaye de vérifier qu'est-ce qui se passe lorsque ce genre de système apparaît. Et du coup, nous, on est venu se greffer sur ce simulateur. Le simulateur lui-même, il est écrit en C++, mais nous, on a développé un binding Rust qui nous permet de nous interfacer avec ce simulateur. Et ça va nous permettre de pouvoir faire des opérations de vérification de qu'est-ce qui se passe si je suis en train d'essayer d'écrire de la donnée ou de modifier de la donnée et il y a une avarie qui fait que il y a un lag sur le réseau, il y a une fibre qui pète, il y a un disque dur qui a été swappé par un technicien dans le data center parce qu'il y avait écrit 2 sur le disque dur alors qu'en vrai il devait avoir écrit 1, mais bon, c'était mal écrit. Du coup, il a arraché le disque dur en plein milieu de l'exécution de l'infrastructure. Si vous faites ça avec une technologie genre HBase, il va pas vraiment aimer. Fondation DB est capable de résister à ce genre d'avarie. Et du coup, on a lancé la première simulation de Clever KMS en juillet 2024. Et donc aujourd'hui, on est à plus de 80 000 runs de simulation. Donc on commence à avoir engrangé quelques années virtuelles de simulation parce que le temps simulé n'est pas du temps réel. Donc on peut avoir des temps de run qui vont être beaucoup plus grands que les temps effectifs des opérations. Et on n'a jamais trouvé, une fois qu'on avait fixé les problèmes d'avarie sur la correctitude des données. L'état du projet actuel, il est en bêta fermée. Le commanditaire de ce projet est l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est un organisme en France qui s'occupe de la cryptographie pour tout ce qui va être gouvernemental.
Et donc ils nous ont aidés sur ce projet en faisant les tests pour vérifier que ce que l'on avait développé était conforme à leur volonté. Aujourd'hui, on supporte deux API de HashiCorp Vault. Donc on va supporter le KV versionné et on va aussi supporter l'API de transit. On n'est pas encore capable de faire du Bring Your Own Key, mais c'est quelque chose que l'on va vouloir faire dans l'avenir. Donc si le processus de stockage des shares chiffrés est trop compliqué pour une entreprise, à terme, ce qu'on sera capable de faire, c'est qu'on sera capable de se lier à un autre KMS qui contiendra la tenante root key de l'utilisateur pour venir l'utiliser au lieu d'utiliser celle qu'on utilise aujourd'hui. Et on voudrait bien open sourcer tout ça, mais on a des briques qui ne sont pas encore open sourcées et du coup on aurait un mix entre du code open sourcé et du code non open sourcé. Donc on préfère attendre avant de libérer le code. J'ai bien parlé théorique, du coup je vais vous montrer en action ce que ça peut donner. Donc d'abord, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les différents biscuits. Donc on n'a pas pu utiliser les tokens qu'il y a dans HashiCorp Vault parce que c'est une des parties qui sont propriétaires de HashiCorp Vault. Donc on l'a remplacé par biscuit. Mais on a les mêmes choses qui vont être faites à l'intérieur. Donc dans ce biscuit, on va avoir un champ qui va s'appeler la ressource. Et dans cette ressource-là, en fait, on va aller mettre l'identité de la personne. En plus, on va avoir des droits qui vont être adjoints. Donc ici, je suis dans le cas d'un biscuit route. Donc il va avoir le droit route. Même chose pour un tenant d'usage classique, sauf que il va avoir en moins le droit route, mais la ressource en elle-même va être identique. Et donc l'identité de la personne va être la même. Donc ça veut dire qu'on va aller taper la même logical DB que l'on soit avec le biscuit route ou le biscuit de tenant. Donc pour se loguer, on utilise la Vault HashiCorp CLI. Donc on doit se plier à leur système. Leur système étant, il faut avoir une variable d'environnement qui s'appelle Vault Address. Et c'est ça qui va permettre de faire le endpoint. À partir de là, on va pouvoir se loguer. Donc on va avoir le biscuit en lui-même qui est présenté de manière claire. J'ai jamais compris pourquoi il montre le token qui est utilisé. C'est pas très bien pour les démonstrations. Donc j'ai été obligé de le faire sur une installation en local. Donc ce biscuit-là ne correspond à rien sur notre SI. Et on va avoir les policy, donc ici, la policy route. Lorsqu'on vient initialiser si on lance la commande Vault Status, on va avoir un état qui va nous dire que le Vault n'est pas initialisé et qu'il est scellé. Donc ça veut dire que en l'état, ce Vault n'est pas capable de prendre de requêtes. Pour venir prendre des requêtes, il va falloir faire deux opérations. Il va d'abord falloir initialiser le Vault. Donc on utilise la CLI de manière totalement classique. C'est comme si vous étiez en train de jouer avec un Vault normal. Vous allez obtenir les shares chiffrés. Donc les shares chiffrés, c'est tout ce que j'ai mis dans le cadre rouge. Et en plus, vous allez obtenir la clé. Donc ça, c'est la clé réelle qui va être utilisée pour venir chiffrer les secrets au sein du tenant. Et après, il y a du barata. Donc pour l'opération d'unseal, on va avoir l'utilisation pareil de la Vault CLI. Et donc on va commencer à avoir un processus d'accumulation des shares qui va débuter. Donc là, on lance une première fois la requête. Donc il m'avait demandé en fait de rentrer le share dans la CLI. Ce qui permet de passer notre système en état initialisé, mais il est encore scellé. Pourquoi il est scellé? Parce qu'on est en unseal progress 1 sur 3. On réexécute l'opération avec un autre share, donc on va passer en opération 2 sur 3. Et finalement, lorsqu'on met le troisième élément, on va avoir notre 3 sur 3 qui va lancer toutes les opérations que je vous ai montrées sur les petits dessins,
qui va conduire à passer notre Vault en état non sealed. Et donc là, notre système est prêt à faire des choses. Je me log avec un deuxième token, donc le token qui n'est pas root. C'est pour ça que les policies passent à default. Et donc je vais pouvoir utiliser le Vault classiquement avec la Vault CLI. Donc ça veut dire que si je peux utiliser la Vault CLI, bah, si vous avez dans votre SI des choses qui utilisent l'API HTTP au travers du code, bah, vous allez aussi avoir exactement les mêmes comportements que si vous étiez sur un HashiCorp Vault. Donc là, je vais venir créer une clé credential, enfin creds, avec dans la map d'éléments une clé qui va s'appeler passcode et qui va avoir comme valeur my long passcode. Pour récupérer le secret, bah, pas de problème. On vient juste faire un get sur l'API de KV. Donc on obtient bien la clé. On a la possibilité de venir mettre à jour les secrets, puisque c'est des secrets qui vont être versionnés. Et donc, lorsque on vient mettre à jour une clé, on a la version de cette clé qui va venir s'incrémenter. Ce qui permet, lorsque on vient récupérer une version précédente, de pouvoir récupérer la version 1, puisqu'elle n'a pas été écrasée par l'update de notre clé. Et donc on récupère my long passcode. Sceller un Vault, bah, c'est juste utilisé avec un biscuit opérateur, enfin un biscuit root et la commande opérateur seal, le Vault. Et à partir de ce moment-là, bah, le Vault est verrouillé. Aujourd'hui, voici toutes les API qu'on est capable de supporter. Donc on va avoir l'API de KV, donc l'API secret, qui va nous permettre de faire toutes les opérations d'ajout, de suppression, d'oubli et de suppression réelle. Et l'API de transit, qui est un système qui permet d'envoyer des informations en clair et de recevoir un payload chiffré qui, lorsque l'on a besoin, peut être déchiffré à la demande par une requête. Donc en conclusion, bah, on a réussi à créer une solution technique qui est capable de remplir tous les points qui étaient demandés par les utilisateurs, c'est-à-dire avoir un accès sécurisé. Cet accès sécurisé est réalisé par l'utilisation de biscuits, qui est capable de nous assurer que une personne A n'est pas capable d'accéder aux données d'une personne B grâce à la cryptographie de biscuits. On a un système qui est résilient par l'utilisation à la fois de l'architecture Materia avec le système de load balancing qui permet d'avoir un service qui va être achat. Et également, on va avoir des données qui ne peuvent pas être corrompues grâce à l'utilisation de Fondation DB qui nous assure ces garanties. Et l'intégration du produit au sein d'un SI classique, bah, à part changer le token HashiCorp Vault pour un biscuit, bah, vous avez quasiment rien à faire pour avoir le système qui va fonctionner dans vos entreprises. Si vous êtes intéressé par la solution, n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous envoyer un mail et puis bah, on vous mettra sur la liste pour les alphas ouvertes et bêta qui vont suivre. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on a 5 petites minutes. Déjà, merci Yannick, c'était super intéressant. J'ai une petite question. J'ai vu que Vault supportait plusieurs méthodes d'authentification. Vu que vous avez réimplémenté vous-même l'API, est-ce que vous avez prévu de supporter autre chose que des tokens et d'aller peut-être un peu plus loin là-dessus? Oui, oui. En fait, là, on a même prévu d'aller encore plus loin. C'est que l'API de Vault, c'était une demande de l'ANSI.
Donc on a commencé par là. Mais comme on a fait une lasagne où on a l'API de présentation, la logique et le framework Materia, rien ne nous empêche de venir créer une autre API de présentation pour faire un petit peu ce qu'on a envie. Et c'est ce qu'on va faire en interne, c'est qu'on ne va pas supporter l'API de HashiCorp Vault, on va avoir directement une API en interne qui va nous permettre de faire des choses qui vont être beaucoup plus précises pour nous. Donc si il y a des besoins pour de l'authentification différente, bah, faites-nous signe et puis nous on essaiera de remplir les volontés des personnes. Merci beaucoup. Euh, Tu as mentionné Foundation DB en fait, Oui, et donc la première fois j'ai noté la question de demander pourquoi, mais tu as expliqué pourquoi. En fait, là c'est bon. Et juste pour savoir un peu plus en fait sur Foundation DB, comment vous êtes arrivé en fait à cette solution? Est-ce qu'il y en avait d'autres alternatives? Et comment fonctionne le projet? C'est un projet open source, c'est hébergé chez vous? Quelle est la gouvernance en fait alors du... Fondation DB, c'est un projet Apple qui est open sourcé. Donc la gouvernance du projet, ça va être Apple qui va l'avoir. Mais il y a d'autres contributeurs. Par exemple, il y a Snowflake également qui vient faire des contributions. Et on a toute une partie community qui vient également faire des commits sur la solution. Et comment on est arrivé à la solution de Fondation DB? Alors, on a eu un problème à un moment. Donc, on utilise une solution qui s'appelle Warp 10 qui nous permet de faire la récupération de la métrologie de toutes nos VM. Et le back-end historique de Warp 10 était de l'HBase. Sauf que bah, ce système-là, si on l'emmerde un peu, il devient très très instable très très vite. Et on a eu des gros problèmes avec HBase. Donc on a essayé de trouver une solution de remplacement pour servir de back-end de storage. Et comme ça marchait très très bien et que on avait une volonté de ne pas gérer une multitude de back-end de storage distribués, bah, on a commencé à vouloir construire des produits sur ce système-là. Parce que Fondation DB, comme son nom l'indique, c'est une fondation pour fabriquer d'autres databases qui vont être beaucoup plus complexes qu'un clé valeur. Et donc, de fil en aiguille, bah, on a commencé à construire un SDK. Ce SDK a commencé à nous donner des primitives qui nous ont permis d'avoir des vraies bases de données où on va avoir les données, les statistiques, les index associés aux données, ce qui permet de créer des produits qui vont être extrêmement complexes petit à petit. Merci Yannick pour la présentation. Moi j'ai une petite question. Tu as parlé tout à l'heure du fait que c'est chiffré du coup en TLS Oui. À l'extérieur et à l'intérieur. Oui. Vous avez une PKI interne chez Clever ou vous utilisez une PKI publique? Ou j'ai peut-être loupé un truc d'ailleurs. C'est ouf. Ouais. Ici, tu veux dire? Exactement. Entre le load balancer et Clever KMS. Entre le load balancer et Clever KMS, c'est le TLS directement du nœud Clever KMS. Donc oui, Ok. ça va être une PKI Interne. interne. Ouais. Ok. C'était tout. Merci. Une dernière question? Il y a au fond une petite question. Ouais, merci pour la presse. Tu disais que tout se faisait en mémoire, donc du coup, vous faites l'économie d'un HSM, c'est ça? Alors, je ne l'ai pas noté dans les slides, mais non, on va pas faire l'économie d'un HSM. Pour le moment, on a le Shamir pour venir sécuriser notre système pour pas l'avoir dans un fichier de configuration. Mais à terme, on aura un HSM sur chacun des nœuds. Et donc, toutes les opérations de cryptographie qui aujourd'hui sont réalisées en RAM seront réalisées par l'HSM. Et à partir de là, on n'aura vraiment plus rien qui sortira de l'extérieur du HSM, qui ne sera pas chiffré. Merci beaucoup. Parfait. Et ben, je vous remercie.